Tu paries que tu vas aller t'installer? Bah oui. Évidemment. J'ai envie de dire évidemment. Je pense qu'on ne te voit pas, pauvre chat. Non. Ah. Là, on te voit. T'es fière? C'était ton but? Bah oui. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voulais vous faire, comme tous les ans, le Media Book Freakout Tag. Alors, je ne sais toujours pas, je me souviens jamais du nom du créateur du tag, mais ce n'est pas moi. Et je le fais tous les ans, à peu près début juillet, je crois. Souvent le 2 juillet. Bon, là on est le 19. On va dire que c'est pas grave. Je vais pas vous parler plus longtemps de tout et de rien. On va commencer tout de suite, c'est mieux. Je vais virer les calculs. Alors, première question, quel est le meilleur livre que vous avez lu jusqu'à maintenant en 2020? Je trouve que c'est une des Je trouve que c'est une des questions les plus difficiles du tag parce que comment n'en choisir qu'un? C'est très cruel, je trouve. Et donc comme d'habitude, je n'en ai pas choisi qu'un. Alors j'en ai choisi 2 cette fois, mais vous aurez une vidéo exprès sur les meilleurs livres de la première partie de 2020. J'ai déjà préparé... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des mentions honorables évidemment. Voilà, donc vous aurez une vidéo exprès sur les meilleures lectures 2020 pour l'instant. Là j'en ai choisi 2. J'ai choisi Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, donc l'amant de Lady Chatterley, parce que ce livre c'était un coup de cœur astronomique et que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur, je pense. C'était formidable. Alors on va suivre effectivement la liaison de Lady Chatterley avec son amant, je vous dirai pas c'est qui. Mais c'est beaucoup plus que juste une histoire d'amour adultère, c'est tellement beau. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les réflexions. Ce livre n'est pas parfait niveau idée parce qu'il y a quelques moments où on se dit oh, bon, non, hein, quand même pas. Mais sinon, c'était excellent. Je sais pas comment vous décrire ce livre à part vous dire qu'il est excellent. Et du coup, j'ai très envie de continuer à lire D.H. Lawrence, mais j'ai aussi très peur de ne pas autant aimer ses autres œuvres, parce que là, c'était vraiment... On a mis la barre très haut d'emblée. Voilà. Pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre, sinon qu'il est exceptionnel. Sinon, l'un des meilleurs livres que j'ai lu en 2020, c'est The House Next Door de Dan Rivers Siddons. Je ne sais pas comment on dit, cette personne en tout cas. Ce livre était... J'en ai parlé dans mon bilan de mai, je crois, ou de juin. Je vais regarder tout de suite. Je vous dis pas de bêtises. Dans le bilan de mai, je vous ai parlé de ce livre. En fait, l'autrice vous enveloppe dans du coton pendant la première partie du roman. Enfin, pendant la première partie. Si on accepte le prologue, que j'ai appelé préface tout le long de la vidéo, mais... Si on accepte le prologue où elle vous met déjà le nez dans l'horreur que va être le roman, elle vous enveloppe dans du coton pendant une bonne partie, on va dire. Elle vous montre comme la vie est belle dans cet endroit, comme la vie de Colquitt est paisible, tout ça. Et puis, elle vous assomme avec une atmosphère affreusement angoissante et horrible. Et c'était génial. C'était pas sanglant, c'était pas gore, mais c'était bien angoissant et bien terrifiant. Et ça joue bien sur les peurs personnelles de tous, sur l'anxiété, sur l'angoisse, voilà, c'était excellent. Et la fin. Voilà, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu, point, je pense. Même pas seulement en 2020 que j'ai lu, voilà. C'était formidable. Deuxième question, la meilleure suite que vous avez lue jusqu'à maintenant en 2020. Alors la meilleure suite ce sera Sorceleur tome 4, Le temps du mépris d'Andrzej Sapkowski. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, je suis désolée.
la meilleure suite parce qu'il me semble que j'ai pas lu énormément de suites en fait. Si je regarde un peu, je me rends compte que je vous ai pas fait de bilan mi-année. Je me rends compte que je l'ai même pas fait dans le carnet, j'ai carrément sauté ce passage. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, quand même, j'aime bien faire des bilans mi-année, donc faudrait peut-être que j'y pense. Oui, j'ai pas lu énormément de séries en fait cette année. Et surtout des suites de séries, j'en ai lu assez peu. Donc le meilleur sera le tome 4 du Sorceleur parce que j'ai été astronomiquement déçue par le tome 3 que j'ai trouvé très très lent. J'ai trouvé que l'action stagnait beaucoup. J'ai trouvé qu'on voyait pas beaucoup le Sorceleur. J'ai trouvé que... Bah oui, qu'en fait il se passait pas grand chose. Alors je pense que c'était fait exprès, hein, bien sûr, que le but c'était de montrer comment tout s'installe, tout ça. Mais moi je voulais de l'action. Et le tome 4 m'a donné de l'action. Donc j'étais contente. On voit davantage le sorceleur. L'intrigue avance beaucoup plus. Il y a de l'action. Il y a une magnifique bataille qui est racontée, celle-là, contrairement à une autre qui n'était pas racontée avant dans la série. Et même les moments où je me suis dit je vais moins aimer, par exemple, il y a le dernier chapitre, je crois, ou l'avant-dernier, avec Ciri. Je me suis dit, déjà le décor, je l'ai pas du tout aimé. En plus, elle est seule. Mais non, en fait, c'était vachement bien. Et du coup, j'ai très envie de lire la suite qui est juste là. Juste là, hein, le baptême du feu, c'est le tome 5. Donc, toute la série m'a été prêtée par une amie. La pauvre, je lui ai toujours pas rendu les 3 derniers tomes du coup. Mais j'ai peur de... J'aurais pas dû lire le synopsis. J'ai peur que l'action stagne à nouveau, j'ai peur qu'il ne se passe plus rien. Donc je n'ose pas lire la suite. Elle m'a dit que j'étais pas prête pour le tome 7. Clairement non. Je ne suis pas prête. Le tome 7 est énorme en plus. Combien de pages il fait 600 et quelques. Non, ne regarde pas la dernière page, Justine, ne regarde pas. Oui, il est vachement plus court que les autres quand même. Ah oui, quand même. Oui, donc non, je pense que je ne suis pas prête du tout pour le tome 7, effectivement, mais j'ai envie d'action et donc j'ai peur que le tome 5 ne me satisfasse pas. Voilà, sinon oui, j'ai pas lu tant de suite que ça. Troisième question, une nouvelle sortie que tu aimerais lire mais que tu n'as pas encore lue. J'ai pas trop acheté de nouvelles sorties en ce moment, dernièrement. Bon, sans doute à cause du confinement, tout ça, j'ai absolument pas pensé. Mais les les livres qui sont déjà sortis et qui m'appellent, il y a Things in Jars, je ne me souviens plus du tout de l'autrice, mais rien que la couverture m'appelle et il me semblait que c'était assez... Les thèmes ont l'air d'être proches de mes goûts. Je vais quand même regarder un peu plus, pas juste vous donner le titre du livre et ne rien vous en dire, ce serait dommage. Things in Jars. Ouh, c'est écrit en majuscule, Maria. Putain, j'ai cette chanson dans la tête maintenant. Alors, Things in Jars de Jess Kidd. Alors, il est sorti en 2019. En fait, je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était une nouvelle sortie 2020. C'est faux. J'ai menti. C'est pas grave, comme vous en parlez. Ah, je comprends pas. C'est censé sortir en 2019. Mais il sort en hardback en 2020. C'est historique, alors c'est classé sur Goodreads dans historique, mystère, fantasy. C'est une jeune femme qui est détective, confrontée au kidnapping, je ne sais pas parler, d'une jeune fille qu'elle doit résoudre donc. C'est pendant l'époque victorienne, donc forcément. Et elle va rencontrer beaucoup de personnages joués en couleur. Et oui, c'est ça qui m'a appelée, on va dire. Déjà, rien que la couverture, je pense que voilà. Et alors, c'est classé dans Mystère Gothique. Moi, vous me donnez Mystère Gothique dans le Londres victorien avec une jeune femme qui est détective. Je prends. Donc, voilà, Things in Jars, qui donc est sorti en 2019 ou en 2020. Je suis presque persuadée qu'il est sorti en 2020, mais je sais pas pourquoi la date... une des dates de sortie donne 2019. Bon, bref. Et il y a aussi Catherine House, qui est aussi un roman gothique. C'est pour ça que... ce roman m'appelle, d'Elizabeth Thomas. Je ne me souviens plus du résumé. Mais déjà, il y a une maison, c'est gothique, ça me va. La première phrase, c'est un conte séduisant, imprégné de gothique. Et alors, la phrase un peu catchy du résumé, c'est
Vous êtes dans la maison et la maison est dans les bois. Vous êtes dans la maison et la maison est en vous. Mais donnez-moi. Mais oui, évidemment, je veux lire ce livre. Oui, bien sûr. Ensuite, on a Hunger Games, le nouveau Hunger Games qui est sorti. Alors, je ne me souviens jamais du nom de ce livre, je ne sais pas pourquoi. The Ballad of Songbirds and Snakes, qui apparemment suit Snow. Si j'ai bien... Oui, Coriolanus Snow. Donc je ne sais pas grand chose de ce livre à part qu'il suit Snow et que c'est dans l'univers d'Hunger Games. D'ailleurs j'ai ressorti toute ma série, enfin toute la trilogie pour la relire parce que j'avais très envie de la relire dernièrement. Ce n'est toujours pas fait. Mais peut-être. Et donc je me suis pas précipitée en librairie pour acheter ce tome 0. Je me suis pas non plus précipitée pour le lire en numérique ou quoi. Je sais pas. J'ai envie de le lire et en même temps, j'ai un peu peur. Évidemment, la nouvelle sortie de Joyce Carol Oates, Night, Sleep, Death, The Stars. Je ne me souviens encore plus du résumé, mais je me souviens que ce livre, déjà la couverture est magnifique, il fait 800 pages, et donc les seuls autres romans de Joyce Carol Oates qui font 800 pages sont Blonde et The Accursed. Et donc, étrangement, ça m'a fait penser que ça pourrait être un autre de ces romans gothiques. Peut-être pas en fait, hein, mais... je pense que je lirai... Enfin, mon but dans la vie est quand même de lire à peu près tout ce qu'écrit Joyce Carol Oates. Donc, voilà. Trauma psychologique, exploration des histoires de classe, le deuil. Elle veut montrer le côté plus sombre de notre société. Évidemment. Oui, et bien sûr tout ça dans une saga familiale, sinon c'est pas dans un roman familial, sinon c'est pas drôle, donc évidemment j'ai très envie de lire ce livre. Et le dernier qui est déjà sorti, et tous les livres sont en train de tomber donc je vais les mettre ailleurs, le dernier qui est déjà sorti et que j'adorerais lire c'est Mexican Gothic de... je ne me souviens plus son nom, vraiment moi les noms en ce moment c'est compliqué, hein. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia qui a écrit il me semble un roman sur des vampires qui s'appelle... Attendez, ça va apparaître dans 30 secondes. Non, pas du tout. Ah si. Certain Dark Things, que j'ai très envie de lire aussi du coup. Elle a aussi écrit Gods of Jade and Shadow, que j'ai aussi envie de lire. Mais alors celui-là, Mexican Gothic évidemment. Déjà rien que le titre. La couverture. Et alors, apparemment c'est un manoir isolé. Un aristocrate assez charismatique. Et je suppose qu'il va se passer des choses. Je vois A Terrifying Twist on Classic Gothic Horror. Oui, je veux, évidemment. Quand on me parle d'un twist, d'un rebondissement terrifiant dans un genre de classique gothique horreur, mais oui, donnez-moi. Donc voilà, j'ai très très envie de lire ce livre aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres livres qui sont déjà sortis et que j'ai très envie de lire. Étonnant, n'est-ce pas? Alors c'est bizarre, je vous dis ça, mais je lis très peu en ce moment. Donc si la vidéo que je suis en train de faire pouvait me redonner envie de lire beaucoup plus, ce serait bien. Mais voilà, ces livres m'attirent énormément. La sortie la plus attendue dans la deuxième partie de l'année, donc je vais ouvrir mon agenda hein, parce que je les note dans... Il y a une fonction calendrier sur Livre Addict et du coup je note toutes les sorties qui m'intéressent beaucoup, je les mets dans le calendrier. Alors bon bah déjà Winds of Winter, mais est-ce qu'on parle encore de ce livre? Non. Martine d'ailleurs a posté un article sur son blog en disant qu'il avait bien avancé dans The Winds of Winter grâce au confinement, qu'il avait passé beaucoup de temps à Westeros, il a sorti il me semble un nouveau chapitre du point de vue d'Ariane, je crois. Je suis même pas sûre de ce que je raconte, mais il me semble. Et donc, oui, bon, j'aimerais bien qu'il sorte cette année, mais je pense que ce sera pas le cas. Je pense que ce sera plus 2021. Moi-même, je me fais rire. Je n'y crois plus tellement. Enfin, si, j'y crois. Je sais qu'un jour, il va sortir, mais un jour, c'est tellement... C'est encore pire que mon bientôt un jour, quand même. Un jour, ça veut dire dans les 50 prochaines années. Donc bon, j'ai un petit peu de mal. Mais bref, The Winds of Winter, si ça pouvait sortir, ce serait cool. Il y a aussi The Year of the Witching, qui me semble sort en août. Je ne sais pas si je dis pas n'importe quoi. Bah, ça n'existe pas, bien sûr. Si je l'ai ajouté quand même. Ah oui, non, mais j'ai oublié.
The Year of the Witching d'Alexis Anderson qui sort le 21 juillet, donc dans 2 jours. The Year of the Witching, ça a l'air d'être un roman fantasy horreur adulte. Une jeune femme qui vit dans une société puritaine, qui va découvrir les pouvoirs qu'elle a en elle. Ça me fait beaucoup penser à Salem, à la chasse aux sorcières, tout ça, donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre. La couverture est top en plus. On a aussi To Sleep in a Sea of Stars de Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon. Déjà quand j'ai vu Christopher Paolini, je me suis dit oui, trop cool. Voilà. Et en plus c'est de la science-fiction, donc c'est un genre qu'il a pas, dans lequel on l'a pas vu. Eragon c'est de la fantasy, donc voilà, c'est nouveau pour lui. Et la couverture est magnifique. Et voilà, ça m'a donné super envie de voir ce qu'il pouvait faire de nouveau. Je me souviens même pas du résumé, j'avoue. Et je pense que je vais pas le lire, sinon je risque de me spoiler. Mais oui, en gros, ça dit que c'est un space opéra. Par contre, c'est que là, c'est dans jeunesse et je suis pas persuadée que ce soit de la jeunesse. Pour le coup, je pense que c'est adulte, mais je ne suis pas sûre. C'est publié le 15 septembre 2020 chez Thor. J'ai méga hâte de lire ce livre. Mais je suis hypée juste parce que c'est cet auteur-là et juste parce que... Déjà, rien que le titre est vachement poétique. Je trouve To Sleep in a Sea of Stars. C'est beau. Ensuite, on a Piranesi de Susanna Clarke qui a écrit... qui a écrit Jonathan Strange and Mr. Norrell, et tous mes livres sont tombés, que je n'ai pas encore lu. Oh mon dieu, mais ce livre est... Vous voyez, là où... Ça se voit qu'il est resté longtemps au même endroit, le pauvre. Donc... que je n'ai toujours pas lu mais que j'aimerais lire. Et donc Piranesi c'est dans un autre univers, il me semble, ça n'a rien à voir avec Jonathan Strange and Mr. Norrell. Et déjà, rien que le début, Piranesi's house is no ordinary building. Its rooms are infinite, its corridors endless, its walls are lined with thousands upon thousands of statues, each one different from all the others. En gros, la maison de Piranesi n'est pas ordinaire, c'est roux maintenant. Ses pièces sont infinies, ses couloirs sont sans fin et ses murs sont parcourus par des rangées de milliers et de milliers de statues, toutes différentes les unes des autres. Voilà, moi j'ai lu ça, je me suis dit ouais, ok d'accord, c'est bon, je veux. Je n'ai pas relu le résumé parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Ce livre sort le 15 septembre 2020, il est beaucoup plus court que Jonathan Strange and Mr. Norrell qui fait 1000 et quelques pages. Laissez-moi vous dire ça. 1006 pages. 1006 pages. Je viens de lire la dernière phrase de ce livre. Donc 1006 pages. Celui-ci fait 272 pages. Ça va. Et la couverture est pas mal, je trouve. C'est assez intriguant. Ensuite, on a The Devil and the Dark Water. Alors, ce livre, j'ai très envie de le lire parce que j'ai lu The 7.5 Deaths of Evelyn Hardcastle. C'est le nouveau titre du livre puisque ça ressemblait beaucoup trop à The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc, The Devil and the Dark Water, c'est le nouveau roman de Stuart Tutton qui sort le 1er octobre 2020. Logiquement, il sera sur Scribd. Je pense que dès qu'il y est, je le lis. Je dis ça, mais c'est faux, je vais pas le faire. Et alors, le résumé, c'est juste 3 phrases, si on peut dire. A murder on the high seas, a detective duo, a demon who may or may not exist. C'est-à-dire un meurtre en haute mer, un duo de détectives, un démon qui pourrait exister ou ne pas exister. Voilà. Et rien que le titre aussi me donne très envie. Devil and the Dark Water, ça m'intrigue. Voilà. Donc ça, ce sont tous les livres qui ne sont pas encore sortis, qui doivent sortir dans la deuxième partie de l'année, qui m'intriguent beaucoup. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais peut-être pas tous vous les donner, puisque mon agenda est plein à ras-bord, donc... Je vais regarder vite fait s'il n'y en a pas un vraiment qui me parle, mais oui, il y a quelques livres de non-fiction aussi qui ont l'air pas mal. Comme par exemple A History of Magic, Witchcraft and the Occult, qui est édité chez Darling Kindersley, je crois que ça se dit comme ça, qui a l'air pas mal. Il y a aussi World of Wonders in Praise of Fireflies, Whale Sharks and Other Astonishments, qui a l'air sympa. Il y a Fangs de Sarah Anderson qui va sortir le 1er septembre, que j'ai déjà lu grâce à Ned Gallet. Et pas mal, vraiment pas mal. Mais je vous en parlerai plus dans le bilan de juillet. Au Piranesi si j'ai des amis, merci. Empire of Vampire qui était supposé sortir en 2020 il me semble, mais qui va sortir en 2021 je crois.
déception. Oh, il y a Ready Player One 2 Ready Player 2 du coup qui va sortir le 24 novembre 2020. J'ai adoré Ready Player One, j'ai très envie de lire Ready Player 2. Donc voilà, j'avais complètement oublié qu'il sortait, c'est vrai, donc je vous l'ajoute. Et voilà, c'est tout pour le moment. Alors ensuite, la plus grosse déception de cette année. La plus grosse déception de cette année, si on passe les abandons, que j'ai pas compté pour ce tag, ce sera Thorngrove de Cécile Guillot, parce que je pense que j'attendais beaucoup trop de ce livre. C'est bizarre, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un sur Goodreads. J'ai pas envie d'être méchante ou d'être malveillante avec ce livre, même avec l'autrice. Hein. C'est le livre dont je parle, pas l'autrice évidemment. Mais vraiment, j'ai été déçue de ce livre. Rien n'allait... Enfin, rien ne me convenait à moi personnellement, ni l'écriture, ni les... Non. J'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, mais qui n'était pas toujours exploité. J'ai détesté le ton de Madeleine, puisque bon, concrètement c'est de son point de vue, hein, et donc j'ai détesté son ton. Oh mon Dieu. J'ai détesté comment était... Je ne sais plus parler. Pourquoi il n'y a que les mots en anglais qui viennent. J'ai détesté comment était traité le thème de la maladie mentale. J'ai pas du tout aimé comment le manoir était entré dans l'histoire et comment il était... Enfin voilà. J'ai pas aimé non plus qu'il y ait des références à The Haunting of Hill House parce que ça n'a absolument rien à voir et que du coup c'est ces références qui m'ont donné des attentes démesurées par rapport à ce livre et du coup bah voilà. Terriblement déçue par ce livre. J'avais terriblement envie de l'aimer. J'étais persuadée que ça allait être un nouveau coup de cœur et... Pas contente. Non. La plus grosse surprise de cette année pour le moment. J'en ai mis deux. Mais vraiment, il y en a une qui est plus surprenante que l'autre. Bon, la première, on va dire que c'est The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer ce livre, enfin ces deux premiers tomes en tout cas, autant. C'était génial. Ça m'a donné envie de lire énormément de science-fiction. Simplement, le troisième tome était un peu une déception. Un peu beaucoup même. Et donc, j'ai pas continué. Je devrais, hein. Mais il me reste 2 tomes à lire. Ça viendra, je la lirai, mais pour le coup, le tome 3 m'a... Voilà. Donc en français, c'est le Guide du voyageur intergalactique. Et le premier tome s'appelle comme ça, il me semble. Et le deuxième tome, c'est le restaurant du bout du monde. Je crois. Je ne suis même plus sûre. Donc voilà, ça c'était quand même une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à apprécier autant. Mais alors la plus grosse surprise de cette année, c'est Essential Bukowski Poetry, donc un recueil des... Donc c'est l'éditeur qui considère que ce sont les meilleurs poèmes de Charles Bukowski. Et waouh, c'était génial, c'était formidable, c'était super beau, c'était... Voilà, je pense que c'est un de mes recueils préférés du coup, donc je pense que je vais m'acheter un exemplaire papier, puisque je l'ai lu sur Scribd, et c'était juste... Il y a des vers qui sont magnifiques, il y a des poèmes entiers qui sont magnifiques, les thèmes abordés sont proches de ce que j'aime lire. C'était... Je sais même pas comment vous donner une idée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai posté un poème entier de Bukowski sous une de mes photos. Parce que je trouvais que c'était... C'est un de mes poèmes préférés en fait. Il s'appelle Old Man, Dead in a Room. Voilà. Je trouve que c'est très puissant comme poème et... Voilà, je sais pas trop comment vous parler de cet auteur et de ce recueil sans vous lire les poèmes en fait, parce que c'est à ressentir, on va dire. Donc voilà, j'adore. Donc j'ai très envie de continuer à lire Bukowski, bien sûr. Je crois qu'il y a d'autres recueils sur Scribd, donc on va aller faire un tour. 7ème question, nouvel auteur ou nouvelle autrice préférée. Bon bah, D.H. Lawrence et Charles Bukowski sont entrés rien qu'avec un seul livre dans mes auteurs préférés. Easy, j'ai envie de vous dire. Parce que ce que j'aime chez eux, c'est pas seulement les thèmes qu'ils abordent, mais c'est aussi leur écriture. Et quand j'aime l'écriture d'un auteur, souvent, j'aime aussi au moins l'écriture de ses autres romans. Donc voilà, je pense que Lawrence et Bukowski sont des nouveaux auteurs préférés. 8ème question, nouveau crush. Lawrence. Non, j'ai rarement des crushs, donc je sais pas trop comment répondre à la question. Mais peut-être Calcia dans The Final Empire, donc dans le premier tome de Mistborn, qui s'appelle Fils des Brumes, tome 1, l'Empire Ultime.
Kelsia est quand même un personnage très séduisant, on va dire, très attirant, très... Oui, peut-être que si je devais en choisir un, ce serait lui. Je ne sais pas. Éventuellement. Alors, 9ème question, nouveau personnage préféré. Là, il y en a plusieurs. Et alors, étrangement, il y a pratiquement que des gars, en fait. La seule fille, c'est Colquitt dans The House Next Door. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas donné le titre en français, c'est La maison d'à côté. Avec une couverture à faire frémir. La couverture anglaise est plus... On va dire qu'elle cache mieux son jeu, alors que la couverture française... voilà. Donc Colquitt, parce que je me suis sentie assez proche d'elle parfois et j'ai adoré la suivre, je me suis beaucoup attachée à elle au cours du roman. D'où la difficulté quand l'atmosphère toute cotonneuse de l'autrice commence à s'effondrer, c'était difficile de voir Colquitt tomber petit à petit au cours du roman. Mais voilà, c'était sans doute un de mes personnages préférés. Voilà. Par contre, pour les autres, du coup, que des mecs, on a Arthur Dent dans The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que je trouve assez drôle, mais malgré lui, en fait. Il est un peu paumé, ce pauvre humain, qui se retrouve à faire de l'autostop avec des extraterrestres, des aliens, des gens qui viennent d'autres planètes, et il se retrouve perdu dans la galaxie. Il se demande ce qu'il fait là, et il me fait bien rire, ce pauvre terrien. Voilà, puis on peut facilement s'identifier à lui en fait au cours du roman, puisque nous aussi on est un petit peu perdu parfois, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, c'est étrange, les lois qui sont naturelles et vraies sur Terre ne s'appliquent plus dans l'espace, et donc voilà, c'était drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup Arthur Dent, j'aime beaucoup le suivre. On a aussi, du coup, pour pas changer, Kelsia dans Final Empire, parce que ce personnage, il a quelque chose, on a envie de le suivre longtemps, loin, on a envie de comprendre son histoire, de découvrir son passé, on a envie de le suivre en fait, ce personnage, il est très intéressant, assez mystérieux au début, et on apprend à le connaître, et on l'aime de plus en plus au fur et à mesure de... Je viens de retomber sur la fin, sur un passage avec Kelsia justement. Wouh, on a envie de le suivre, voilà, c'est clairement un personnage leader, et ça se sent à travers les pages, et j'ai adoré ce personnage, tout simplement. Ensuite, on a Baz dans Carry On, qui, je crois, est traduit de la même façon. Je ne prononcerai pas son nom, j'en ai marre de prononcer son nom de famille. Je ne prononce pas son nom, de cette autrice, donc vous voyez, voilà. J'adore le personnage de Baz dans ce livre, je ne sais même plus pourquoi. Si, je sais pourquoi. Alors, je sais pas si je peux vous le dire, parce que je suis pas persuadée que ce soit dit dans... Ah bah si, c'est dit dans le résumé, donc je suppose que je peux vous le dire. Baz est un vampire. Baz est en gros un bad boy, en quelque sorte, enfin entre guillemets, il a l'image du bad boy, mais voilà. Je me suis beaucoup attachée à lui, j'ai trouvé qu'il était chou parfois, et il est aussi... il est censé être le méchant de l'histoire, et on se rend compte qu'en fait derrière il y a une autre histoire, et c'est ce que j'ai aimé dans ce personnage, voilà. Je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai aimé, mais j'ai adoré par exemple les passages où on a son point de vue. Beaucoup. En revanche, Simon, lui, m'a un peu saoulée. Voilà, j'ai préféré suivre Baz à Simon dans tout le roman, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit de Baz dans ma chronique? À me voir, parce que ça fait un petit moment que j'ai lu ce livre, et du coup, j'ai l'impression de pas tout vous dire sur Baz. Oui, c'est peut-être aussi parce que c'est un vampire que je l'aime beaucoup, puisque bon, la figure du vampire et moi, on est très amis. Oui. Oui, alors dans ma chronique, j'ai écrit une des raisons principales pour lesquelles j'ai aimé ce roman, c'est Baz, justement. Non, mais voilà, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai aimé avoir son point de vue, j'ai aimé que ce soit un vampire, j'ai aimé qu'il ait ce côté un peu mélancolique, torturé, que tous les vampires ont un petit peu. Hein. Sauf dans Fangs. Mais tous les vampires ont un peu ce côté ils ont pas choisi d'être vampires, quoi. Donc bon, c'est pas vraiment le mode de vie qu'ils voulaient à l'origine. J'ai aimé sa personnalité, voilà, j'ai juste aimé Baz, quoi. Et comme je vous l'ai dit, cache un peu son jeu derrière un côté bad boy, alors que bon, pas vraiment. Et enfin, le dernier personnage que j'ai adoré dans cette première partie 2020, c'est Henry dans Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, cette personne. Oui, j'ai adoré Henry, c'est
peut-être mon personnage masculin préféré du coup, mais j'ai l'impression de trahir Kelsey Baz et Fadent en disant ça. Mais j'ai adoré Henry. J'aurais quasi préféré que le livre se concentre sur lui parfois. Parce qu'on se concentre davantage sur Alex. Et clairement, Henry, c'était mon préféré. Il est juste adorable, trop mignon. Et que dire Qu'est-ce que j'ai dit Ah bah c'est simple, dans ma chronique j'ai mis j'ai tout adoré de lui et après j'ai fait une grosse partie spoiler juste sur lui. Donc je peux pas tellement vous dire donc pourquoi je l'ai aimé. Mais oui, clairement je l'ai préféré à Alex. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus attachant et beaucoup plus sympathique qu'Alex qui au début est très antipathique. Cette vidéo va encore durer 107 ans. Je le sens. 10e question, un livre qui t'a fait pleurer. Alors il y en a un qui m'a fait pleurer mais que j'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté, c'est Soif d'Amélie Nothomb. La dernière partie du livre m'a fait pleurer. C'était extrêmement touchant. Alors Soif, c'est écrit du point de vue de Jésus. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques sur ce livre justement parce que c'était écrit du point de vue de Jésus. Par exemple, j'ai vu une critique qui disait l'autrice se prend pour Jésus. Mais pas du tout, c'est une fiction en fait. C'est-à-dire qu'elle écrit la vie de Jésus du point de vue de Jésus. Mais c'est pas comme si elle se prenait pour lui. C'est de la fiction, les gars. Jésus est le narrateur, tout simplement. Et j'ai trouvé ça génial. Mais là, on parlait de pourquoi j'ai pleuré. Donc voilà, c'est l'histoire de Jésus dont il est le narrateur. La fin est juste tellement belle et tellement touchante et tellement triste et en même temps tellement... Enfin, voilà, ça parle... Vous doutez que Jésus est mort et dans la religion chrétienne, il est ressuscité. Et donc à la fin, on parle du fait qu'il soit mort, de la mort en général. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau et voilà, j'ai versé mes meilleures larmes sur ces pages, on va dire. Voilà. C'était très personnel et très touchant et c'est une des raisons pour lesquelles ce livre est un de mes préférés de l'autrice. Et sinon, j'ai aussi pleuré en lisant Cyrano de Bergerac. Est-ce que je m'attendais à pleurer en lisant Cyrano de Bergerac? Pas du tout. Déjà, je m'attendais pas du tout à aimer cette pièce. Je sais pas pourquoi, j'avais un énorme préjugé sur cette pièce. Pourtant, j'ai ri tout le long. J'ai eu mal au cœur à de nombreux moments. Ouais, je viens tomber sur le moment où il dit « Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède ». Oui. Voilà, j'ai ri tout le long. Et j'ai aussi eu mal au cœur tout le long. Et je m'attendais pas du tout à cette fin. Mais pas du tout. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça dans le roman. Et voilà. Peut-être tenter de vous lire un petit passage de la fin. Sans vous spoiler, bien sûr. Comment ne pas vous spoiler en vous lisant la fin. Ah, rien que d'y penser, ce livre me met les larmes aux yeux, c'est génial. Ah oui, non, bah à la fin, c'est la lecture d'une lettre et du coup... Oh. Oh. Ton autre ami est là qui vient te voir. Bon. On va s'arrêter là, hein. C'est pas le moment de me pleurer en vidéo. Mais oui, ce livre est extrêmement touchant et tellement bien écrit, tellement bien écrit. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Merci Priscilla du coup de m'avoir poussé à le lire, merci d'avoir organisé, je ne sais plus qui a organisé cette lecture commune, mais merci à la personne qui a organisé la lecture commune sur le groupe de lecture, parce que voilà, j'ai ce livre depuis 2013, 2014, et je viens seulement de le lire. Honte à moi. 11e question, un livre qui t'a rendue heureuse. Bon là j'en ai noté plusieurs, mais vraiment le livre qui m'a rendue heureuse, c'est Red, White and Royal Blue, donc c'est une romance homosexuelle entre... C'est écrit, on est d'accord que... Oui. Entre le fils de la présidente des États-Unis et un prince de Galles, donc le prince de Galles, l'héritier de la couronne d'Angleterre, et c'était juste... C'était la romance, je crois, la plus saine que j'ai lue depuis longtemps. C'était beau. J'ai très envie de relire ce livre, maintenant que je vous en parle. C'était beau, c'était doux, c'était... Voilà, la naissance d'un amour, c'est magique. Donc je n'aime pas la romance, d'habitude je vous le dis, mais vraiment là c'était vraiment très beau. Et au début j'ai eu un petit peu de mal parce que ça commence comme
avec le trope de la haine à l'amour, et vraiment ça, c'est pas vraiment mon truc. Mais à partir du moment où ça se passe mieux, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi qu'il y ait beaucoup de politique, qu'il y ait beaucoup de... Enfin, je pense que j'ai faim. Qu'on se centre pas seulement sur l'amour, mais qu'on parle aussi d'autres éléments de leur vie, puisque en fait, leur vie ne se résume pas à aimer l'autre. Et j'ai aimé ça. Voilà. C'est un de mes gros livres doudou. Je pense que la prochaine fois que je me sens mal, je le relis direct. C'était juste top. Sinon, d'autres livres qui m'ont rendue heureuse, il y a les BD de Sarah Anderson que j'ai trouvé très doudou, très câline, très cosy et qui me remontent le moral. Donc la première s'appelle Adulthood is a Myth. Donc en français, c'est l'âge adulte n'existe pas, je crois. D'ailleurs, oui, ce livre a été traduit. J'ai presque honte de vous donner le titre traduit. C'est My Dear Fucking Prince. Horrible ce titre, je trouve, personnellement. On a aussi Et n'oublie pas d'être heureux, que j'ai normalement, oui là. Ce livre, Et n'oublie pas d'être heureux, de Christophe André, abécédaire de psychologie positive, qui lui, effectivement, rend assez heureux et donne des petits, pas des conseils, mais on se sent écouté par ce livre, on ne se sent pas culpabilisé, et mon ventre continue de grogner. Et oui, c'était à la fois réconfortant et en même temps, tout ne peut pas être réglé juste par la positivité. Mais ça, on le sait, bien sûr. C'était top. Et enfin, les derniers livres qui me rendent heureuse souvent, ce sont les recueils de biographies de femmes. Par exemple, Bygone Badass Broads et What Cleopatra Do. J'adore ce genre de livre parce que j'apprends beaucoup de choses sur des femmes fortes, inspirantes, enfin fortes. J'aime pas trop utiliser femmes fortes parce que ça sous-entend que les autres sont faibles, ce qui n'est pas le cas. Donc on va plutôt dire des femmes qui ont réussi de très grandes choses dans leur vie et qui n'ont pas été, comment dire, célébrées pour ça, pas assez peut-être, ou qu'on ne connaît même pas. Et j'ai trouvé ça top, surtout que ces deux recueils, Bygone Badass Broads et What Cleopatra Do, sont assez diversifiés. Donc on apprend plein de choses sur plein de femmes différentes. Alors Bygone Badass Broads n'a pas encore été... je pense que je vais manger en même temps parce que là mon ventre ne supporte plus. Bygone Badass Broads n'a pas encore été traduit, mais What Cleopatra Do l'a été. Alors c'est un titre alternatif pour What Would Cleopatra Do. Pour What Would Boudica Do, et il y a aussi What Would Frida Do. En fait c'est le même livre mais avec des titres différents. Et il a été traduit par Joue-la comme Cléopâtre, je crois. Je me souviens plus du sous-titre, mais je sais qu'il y en a un. Mais il a été traduit par ça. Et ce livre est top, lisez-le. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un bilan lecture, mais Bygone Badass Broads était top parce que il y avait de super belles illustrations. Déjà dans tous ces recueils, il y a de super belles illustrations. J'adore. Mais en plus, c'était assez court et assez direct, Bygone Badass Broads. On avait pourtant l'avis de l'autrice ou l'opinion de l'autrice parfois. Mais elle nous disait quand même des choses qui potentiellement pouvaient... comment dire, qui n'étaient pas à l'avantage des femmes dont elle parlait. Mais elle le dit quand même parce que c'est important de tout savoir, on va dire. Ça sert à rien d'idéaliser les femmes. Certaines étaient pas forcément des femmes très bien, hein, mais ça reste quand même des femmes de l'histoire dont on doit parler quand même. Et alors, What Would Boudica Do, c'est plus une biographie de ces femmes. Et en même temps, on tire un enseignement de leur vie. Et j'ai trouvé ça. Je pense que What Would Cleopatra Do est un de mes recueils de biographies de femmes préférés. Parce que j'ai trouvé qu'il est assez original et voilà. Si vous avez d'ailleurs d'autres recueils de biographies de femmes dont vous n'avez pas encore entendu parler sur la chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'en connais beaucoup que j'ai pas encore lus, mais je suis sûre que je ne les connais pas tous, donc n'hésitez pas. Oui, alors ces livres, Bygone Badass Broads et What Would Cleopatra Do, m'ont aussi rendue très heureuse parce que j'ai ajouté énormément de livres à ma wishlist en le lisant. Donc, bien sûr. 12e question, ton adaptation préférée? Alors j'ai pas regardé d'adaptations qui sont sorties en 2020. J'ai regardé des adaptations qui datent un peu, je pense. Même pour certaines qui datent carrément. Mes piles sont bientôt mortes. Je ne le sens pas. Oui, donc adaptation préférée. Je vais peut-être aller chercher mes piles, on sait jamais. Si ça s'éteint, je vais pleurer. Donc
Je reviens de suite. Je sais même pas où sont mes piles, c'est je suis sûre qu'elles sont comme ça. N'importe quoi. Oh, you just keep on writing up the fences, but je sais même plus chanter. Oui, adaptation. Alors, j'ai regardé 2 adaptations que j'ai adorées. Alors, j'ai regardé la première en tout début d'année. Je crois juste après avoir lu Farm Grove de Cécile Guillot. J'avais plus du tout envie de lire. J'avais envie d'une série rapide à regarder. Du coup, j'ai regardé Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Mishka ne s'est même pas réveillée. Mishka, t'entends pas papa? Si. Donc j'ai regardé Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. J'ai pas regardé, maintenant que j'y pense, d'autres adaptations de Sherlock en fait. Non, il me semble pas que j'ai regardé déjà une fois dans ma vie d'adaptation de Sherlock Holmes. Mais waouh, c'était génial. Je pense que c'est une de mes séries préférées, facilement. Au même niveau que Downton Abbey et Game of Thrones. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça hyper intelligent. J'ai trouvé que la modernisation était top. J'ai trouvé que les petites références à toutes les autres aventures de Sherlock Holmes étaient géniales. J'ai trouvé le jeu d'acteur formidable. J'ai trouvé la durée d'1h30 trop cool. Parce que du coup, c'est comme si on avait des films au lieu d'avoir des épisodes. Génial. Mon épisode préféré reste le deuxième épisode de le troisième épisode de la saison 2. Donc le dernier épisode de la saison 2. The Reichenbach Falls. Ou Fall d'ailleurs, il me semble qu'ils ont fait un jeu de mots, du coup il n'y a pas de S. Donc les chutes du Reichenbach, je suis désolée, je ne sais pas le dire. Et j'ai aussi adoré les 2 derniers épisodes de la saison 4, donc la dernière saison. Alors il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une saison 5. Je prie pour qu'il y en ait une, mais c'est pas sûr. Et donc oui, alors les 2 derniers épisodes de la saison 4 sont The Dying Detective, le détective agonisant. Je sais plus. Je sais que c'est un jeu de mots encore sur le nom d'une nouvelle de Sherlock Holmes. Mais du coup j'ai un doute, donc je vais vérifier tout de suite. Oui, c'est pas moi qui fais, c'est Seriebox. Donc voilà, The Lying Detective, le détective affabulant, et The Final Problem, le dernier problème. Donc ce sont mes 3, si on compte The Reichenbach. Vérifier du coup si c'est The Reichenbach. Oui, The Reichenbach Fall. Donc ce sont mes 3 épisodes préférés. Mais sinon j'adore cette série, elle est géniale. Et je trouve aussi que... Comment il s'appelle? Andrew quelque chose. Je suis tellement nulle pour retenir les noms, vraiment. Où est-il? Andrew Scott, voilà. Je trouve aussi qu'Andrew Scott joue super bien. Je ne dirai pas qui y joue, parce que si vous n'avez pas vu la série, ce serait dommage, mais... Excellent, excellent. Bon, bien sûr, Sherlock Holmes est quelqu'un de très imbu de sa personne, mais j'ai adoré la façon dont ils ont rendu sa relation ici avec John Watson. J'adore. Je vais arrêter de vous parler de Sherlock maintenant. Je pourrais en fait vous faire une vidéo exprès sur mes séries préférées ou mes médias préférés, entre guillemets, avec mes films, mes séries, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup et j'ai beaucoup de choses à dire. Ensuite, deuxième adaptation préférée que j'ai regardée en 2020, c'est Frankenstein, aussi avec Benedict Cumberbatch et avec, je ne me souviens plus de son nom, mais il joue aussi Sherlock dans Elementary, je crois, qui se passe à New York du coup. C'était exceptionnel. J'ai regardé les 2 versions, puisqu'il y a une version avec Benedict Cumberbatch en monstre et l'autre en docteur. J'ai regardé les 2 versions avec des filles du groupe, donc avec Priscilla et Candice. Il me semble que tu regardes avec nous, n'est-ce pas? Du coup, j'ai un doute maintenant. Non. D'ailleurs, vu que nous sommes aujourd'hui, dimanche 19 juillet, bon anniversaire Candice, en direct. C'est encore mieux. J'espère que tu as passé une excellente journée, que tu passes une excellente journée. Mais bon, vu que la vidéo ne sera pas en ligne avant la fin de la journée, j'espère que tu as passé une excellente journée. Et je te fais plein de bisous. Donc il me semble que j'ai regardé Frankenstein avec Priscilla et Candice et Imen aussi, il me semble que tu étais là, non? Enfin voilà, on était plusieurs à regarder ensemble en même temps, du coup on discutait et c'était juste formidable. Alors la version avec Benedict Cumberbatch en docteur est meilleure je trouve que la version avec lui en monstre, puisque Sherlock et le docteur Frankenstein se ressemblent énormément, donc c'était
C'était un peu comme si on retrouvait Sherlock en fait, mais sur scène. C'était excellent. Cette adaptation était super émouvante et merveilleuse. Voilà. Je ne regrette pas de l'avoir regardé, c'était formidable. 13e question. Je vais regarder quand même si... Donc, 13e question. La chronique ou la vidéo que tu as préféré faire, écrire, tourner. J'ai pas écrit énormément de chroniques cette année, d'ailleurs je suis très en retard sur mes chroniques parce que en fait j'ai pas envie de les écrire concrètement. Je les ai écrits sur Goodreads, donc en anglais, mais sur le blog j'ai un petit peu de mal en ce moment à le tenir régulièrement, donc pas bien. Mais je pense que la vidéo que j'ai préféré tourner du coup, ça doit être la vidéo sur les différents genres de la fantasy. J'ai trouvé ça sympa de vous en parler, j'ai trouvé que c'était... en fait j'ai aimé préparer cette vidéo parce que du coup j'ai ajouté plein de livres à la wishlist forcément. Et du coup j'ai découvert plein de nouveaux genres moi-même et j'ai trouvé ça top en fait de vous en parler. J'aimerais bien faire plus souvent des vidéos comme ça, mais ça demande pas mal de préparation et j'ai pas l'impression d'être vraiment une experte concrètement. Hein. Donc je ne me vois pas trop vous parler de choses dont moi-même je suis pas experte en fait. Mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était sympa en fait de vous faire cette vidéo et j'ai l'impression que ça vous a pas mal plu. J'aimerais bien d'ailleurs faire la même chose mais avec les genres de la SF. Ce serait peut-être pas mal. Et peut-être refaire une vidéo sur la distinction claire entre fantasy, SF, fantastique, uchronie et dystopie. Littérature d'anticipation, tout ça. Je sais pas. Je verrai bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Mais donc oui, je pense que c'est cette vidéo-là que j'ai préféré tourner. Sinon j'aime beaucoup tourner les bilans lecture, comme d'habitude. 14e question, le plus beau livre que tu as acheté cette année? Alors il y en a plusieurs, vous y attendre n'est-ce pas? Alors au début j'avais sélectionné que ces deux-là, et puis en fait en allant les chercher, je suis tombée sur ce troisième qui est quand même juste trop beau, je peux pas ne pas vous le montrer. Les plus beaux je trouve que j'ai acheté cette année sont My Cousin Rachel et The Birds de Daphné du Maurier dans les éditions Virago. Alors j'avais dit vintage Modern Classics, mais non en fait c'est Virago Modern Classics. Il me semble que c'est une maison d'édition qui ne publie que des femmes, si je ne dis pas de bêtises. Du coup j'ai un doute maintenant. Je ne sais plus. Peut-être que je vous ai dit n'importe quoi. Non, c'est bien Virago. Donc je trouve ces éditions juste trop belles. J'adorerais avoir l'édition de Rebecca dans cette collection qui est juste... Je crois que je vous l'ai déjà montrée mais je vous la remontre. Voilà, je la trouve très belle et comme Rebecca est un de mes livres préférés, je pense qu'il a eu un petit coup là, pas très sympathique. On va dire que c'est le roi unique, hein. On va voir le côté positif de la chose. Donc je trouve ces couvertures super jolies. Et The Birds, c'est pareil. Je trouve que ça fait de très belles éditions de collection en fait. Bon, j'ai peur que ça s'abîme avec le temps, avec la lumière ou quoi, parce que déjà rien qu'en enlevant le price tag. Oui, rien qu'en enlevant l'étiquette, il y a un peu de couleur qui est partie, du coup j'ai un petit peu peur que cette édition-là s'abîme. Mais on va prier pour que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, j'adore cette édition, trop belle. Et je n'ai pas encore lu ces livres, donc voilà. Et le dernier livre le plus beau que j'ai acheté cette année, je pense que c'est In an Absent Dream de Shannon McGuire, le 4e tome de sa série Wayward Children. Apparemment, ce 4e tome s'inspire du marché Gobelin, Goblin Market de Christina Rossetti, que j'adore du plus profond de mon cœur. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes, parce que bon, encore une fois, j'ai des attentes. Et je trouve que ce livre est... Enfin, voilà, c'est juste très très beau. Mais toutes les couvertures de cette série sont incroyablement belles. Le 5e tome est sorti cette année, en janvier, là, et la couverture est magnifique. Mais vraiment celle-là, je pense qu'elle a une place spéciale rien que parce que c'est un arbre et que voilà, c'est cette porte dans l'arbre. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses rien qu'avec cette couverture. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Et enfin, 15e et dernière question, à laquelle je doute de pouvoir répondre correctement. Quel livre avez-vous à lire avant la fin de l'année? Est-ce une blague? J'ai énormément de lire à lire. J'ai énormément de livres à lire avant la fin de l'année. J'aimerais lire toute ma palle, mais je sais que c'est impossible, surtout qu'elle ne fait qu'augmenter. Depuis que je lis en numérique, c'est fini. Avec Scribd en plus, bah alors là, c'est la fin de ma palle, clairement. Donc ma palle ne fait qu'augmenter et elle ne baisse pas. Surtout que je lis très peu, comme je vous l'ai dit, là, en ce moment, donc elle baisse encore moins. Sinon, j'aimerais bien
j'aimerais bien au moins lire A Clash of Kings avant la fin de l'année, l'avoir terminé cette année. Parce que j'ai terminé A Game of Thrones cette année, mais je sais plus quand exactement. J'aimerais bien recommencer et finir le deuxième tome de Song of Ice and Fire, donc la deuxième intégrale de Game of Thrones, du Trône de Fer. Voilà, j'allais dire en préparation de la sortie du 6ème tome, mais comme je vous l'ai dit, on va peut-être pas parler de ça. Laissons les sujets fâcheux de côté. J'avais oublié d'ailleurs que les cartes évoluent en fait au fil des tomes, et du coup là la carte est différente de celle du premier tome, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc j'aimerais bien relire A Clash of Kings. J'ai aussi énormément d'autres livres à lire. J'aimerais bien lire le tome 2 de Miss Bond qui est là. Tome 2 et 3 en fait, hein, ce serait peut-être bien de lire les deux. Voilà, donc le tome 2 qui s'appelle The Well of Ascension et le tome 3 qui s'appelle The Hero of Ages. Le puits de l'ascension est le héros des siècles, des âges, je ne sais pas, en français. Voilà, ce serait bien aussi de finir cette trilogie-là. Ce serait bien d'avancer dans mes lectures. J'aime aussi ce livre à lire que je viens de voir là. Un de mes objectifs de l'année, c'était de commencer The Wheel of Time, donc La roue du temps de Robert Jordan, et donc voici le premier tome, The Eye of the World, l'œil du monde. Ce serait bien de le lire, mais voilà, il est énorme et impressionnant. Il y a aussi beaucoup de livres que j'ai commencé et que j'ai pas fini, que j'aimerais bien finir. Il y a beaucoup trop de livres que j'aimerais lire. Ah si, encore un autre livre que j'aimerais lire cette année, Dune, de Frank Herbert, je suis désolée, je le dis à la française, mais qui m'a été offert par Candice. Il faut que je lise ce livre. Elle a tellement adoré. J'ai envie de lire ce livre. J'ai un peu peur, mais j'ai envie de le lire. Voilà, mais sinon il y a tellement d'autres livres que j'ai à lire. Tous les livres du monde. Non, quand même pas. Voilà, je pense que c'est tout niveau livre que j'ai envie de lire ou que je dois absolument finir. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui m'appellent. Oui, Sorceleur aussi qu'il faudrait que je termine du coup. Ok, ils sont là. Ce serait bien. J'avais aussi noté toute une liste de livres ou d'auteurs à découvrir. Qu'est-ce que j'ai mis dans ça? Oh oui, ce serait peut-être bien que je termine À la recherche du temps perdu, mais je crois moyennement. Peut-être que je termine la série Cicéron avec le dernier tome Dictator. Ce serait peut-être bien. Que je continue The Expanse parce que cette série est géniale. Que je lise Dracul. J'ai aussi les balles annuelles de Salomé, Emeline et Aurore à finir. Vu le nombre de livres que j'ai lus dans vos pales, je pense que ça va être compliqué de tout lire cette année. J'aimerais aussi au moins lire un Joyce Carol Oates. Au moins un cette année. Parce que l'année dernière, je pense que je n'ai lu que Blonde. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir lu Blonde. Donc, enfin, j'ai lu Blonde. Je suis sûre d'avoir lu Blonde, mais pas sûre de l'avoir lu en 2019. Sinon, est-ce que j'ai d'autres livres à lire Sans doute. Féline, oui, il faut absolument que je lise Féline de Stéphane Servant. Je l'ai en e-book. Puisque c'est le dernier livre du Plib que je n'ai pas lu. J'ai lu tous les autres et c'est le dernier. Alors je vous avoue qu'il ne m'attire pas vraiment. C'est pour ça que c'est le dernier que je n'ai pas lu. Mais il faut que je lise. Je ne veux pas être éliminée du Plib juste parce que je n'ai pas lu un livre, non. Pas possible, surtout que j'ai lu énormément d'autres livres du Plib, donc ça m'embêterait de tomber si près de la ligne d'arrivée, on va dire. Oui, sinon j'aimerais bien aussi lire un King cette année. Bah, j'ai lu Misery cette année, il me semble. Est-ce que j'ai lu Misery cette année? Je ne sais même plus ce que je lis, c'est impressionnant. Ah, pas sûr, j'ai peut-être lu l'année dernière. Ok, je ne sais même plus quand je lis les livres, tout va bien. Oui, j'aimerais bien lire un King. Attendez, je vais regarder quand même quand j'ai lu Misery parce que ça va me perturber. Sans doute l'année dernière. La couverture sur laquelle je viens de tomber, c'est 2019, oui. Octobre 2019. Oh oui, bah j'avais bien choisi mon moment, dis donc. Oui, donc j'aimerais bien lire un King, je ne sais pas encore lequel. Peut-être Pet Sematary ou Shining, mais je suis un peu impressionnée par ces livres, j'avoue. Elle t'a mordu? Oh, t'as saigné? Bon. Ah, peut-être aussi finir Nana. Ouais, parce que j'ai recommencé.
Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle était suffisamment longue de toute façon. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire ce tag et mettez-moi le lien vers votre vidéo, votre article ou peu importe où vous le faites. Ou votre post Instagram. Ou alors, n'hésitez pas à le faire carrément en commentaire si vous n'avez pas de compte comme ça. Puisque ça m'intéresse vos réponses. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!